Je souhaite revenir avec vous en quelque sorte au moment de l'exécution de l'œuvre, c'est-à-dire Agassias reçoit commande de créer cette statue. Alors, il faut dire que tout de suite que l'œuvre a été taillée dans un marbre dont on a su, justement grâce à toutes les opérations qui se sont faites au moment de la restauration, dont je vous ai parlé, que c'est du marbre pentélique, c'est-à-dire un marbre qui a été extrait de carrières qui se trouvent dans une montagne qui domine le site d'Athènes. Donc vous voyez, le mont Pentélique en Grèce. Or, je vous ai dit tout à l'heure que la signature était celle d'Agassias Éphésios, c'est-à-dire citoyen d'Éphèse. Donc vous avez le matériau qui vient d'Athènes, le sculpteur qui vient d'Éphèse, et enfin la statue, où l'a-t-on trouvée? Eh bien, en Italie. Cela nous pose en quelque sorte un problème de savoir comment on peut imaginer le phasage des opérations. Comment est-ce qu'un artiste d'Éphèse a pu créer dans un bloc de pentélique qui devait peser à peu près 11 à 12 tonnes? Car il faut savoir que la statue a été créée sans aucune pièce rejointe, sans aucune jonction, sans aucune pièce particulière. Donc nous avons là un peu ce qu'on disait à propos, d'ailleurs d'une manière qui n'est pas juste, à propos du fameux groupe du Laocoon, du Vatican, ex eodem lapidé, c'est-à-dire de la même pierre. Ce qui n'est pas vrai pour le Laocoon, mais pour le gladiateur, c'est tout à fait vrai. Le gladiateur a été sculpté dans le même bloc de pentélique. Alors, on n'arrive pas vraiment à bien expliquer comment les choses ont pu se faire. Bon, le sculpteur était d'Éphèse, de cette grande cité d'Asie mineure, mais ça ne signifiait pas que cet Agassias est sculpté à Éphèse, donc ce qui supposerait naturellement le transport particulièrement délicat de cette pièce que, au moment de l'achat de la collection Borghese, on a eu grand peine à faire passer de Rome à Paris. Il y a là des problèmes qui ne sont pas facilement résolus, mais qui nous placent devant une sorte d'énigme. Comment se fait-il que cette œuvre ait pu être créée par un artiste grec, mais dans un marbre grec, un grec d'Athènes, et pu se trouver en Italie, dans ce site d'Antium. Alors, quelques mots peut-être sur cet Agassias. Alors, cet Agassias, on connaît Agassias, fils de Dosithéos. Alors, c'est un nom qui n'est pas inconnu de l'histoire de la sculpture. Il est même très connu à Délos et également dans l'île voisine de Ténos. Ténos et Délos, où on a retrouvé un certain nombre d'inscriptions où le nom d'Agassias est noté. Seulement, ce nom n'est pas suivi du même patronyme, ce patronyme que nous avons découvert sur le tronc d'arbre du gladiateur, à savoir Dosithéos, Dosithéou, fils de Dosithéos, mais on dit Ménophilou, c'est-à-dire fils de Ménophilos. Voilà donc un autre Agassias qui a un père différent. Alors, on a également, on dit Agassias, fils de Ménophilos, mais il y a à peu près une quinzaine, je crois, de signatures qui ont été trouvées à Délos, et quelques-unes, 3 ou 4, je crois, qui ont été trouvées à Ténos. Et donc, l'idée s'est petit à petit dégagée qu'il existait une famille de sculpteurs originaires d'Éphèse, qui donc s'appelait, comme souvent chez les Grecs, vous savez, le père donne à son fils le nom de son propre père, etc. Donc, il y avait donc ces Agassias, ces Ménophilos, ou Ménophilie, je ne sais pas comment on peut dire, qui donc, par succession, ont pu se livrer justement à ce travail de sculpteur qui était une sorte de tradition de famille, de dynastie d'artistes. Le stemma, comme on dit, c'est-à-dire l'arbre dans lequel on pourrait installer tous ces noms, est un peu compliqué. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons donc ces Agassias qui se retrouvent dans les pierres inscrites qui ont été retrouvées. Je voudrais d'ailleurs ajouter qu'il y a une pierre qui a été trouvée en Thessalie, exactement à Alos, en Phthiotide,
Cette pierre porte la signature de Agassias, fils de Dosithéos, c'est-à-dire le même sculpteur que celui qui a créé le gladiateur. Ce qu'on peut dire, et l'inscription nous le donne d'une façon très précise, grâce au savoir très érudit de nos épigraphistes, la signature d'Agassias, fils de Dosithéos, telle qu'on la trouve sur le tronc d'arbre du gladiateur, fixe la date de l'exécution de l'œuvre, je ne dirais pas exactement en 100 avant Jésus-Christ, mais dans cette période qui, dans la mouvance des années 100 avant Jésus-Christ. Parce que la façon dont les lettres sont inscrites, il y a en particulier des alphas avec des barres transversales qui sont brisées. Il y a également des ornements des lettres qu'on appelle des apices qui sont faits d'une telle manière qu'on a la conviction qu'il s'agit d'une inscription qui a été donc gravée autour de 100 avant Jésus-Christ. Donc voilà comment le dossier se présente du point de vue, vous voyez, de l'exécution de l'œuvre et de son sculpteur. Alors évidemment, il y a eu certains doutes qui ont été soulevés, en particulier, on a dit, mais Agassias, il signe sur ce tronc d'arbre, mais c'est peut-être non pas donc le sculpteur ou un copiste quelconque, nous allons y venir, mais c'est peut-être tout simplement le personnage qui a fait la vente de la statue, ou qui a été l'exportateur de la statue vers Rome. Je crois qu'il faut conserver l'idée qu'il s'agit bien de l'artiste qui a créé, étant donné toutes les autres signatures que nous connaissons de Agassias, de ce nom. Je pense qu'on peut, avec tout à fait sécurité, avec une grande sécurité, considérer que Agassias a été le sculpteur de cette œuvre. On appelle cette statue un gladiateur. Mais on a très vite fait justice de cette appellation. Winkelmann en particulier a fait remarquer que la statue était grecque, puis signée par un artiste grec, et qu'en principe les Grecs ne connaissaient pas les jeux de gladiateurs. D'autre part, le personnage n'a pas du tout, j'allais dire, l'équipement d'un gladiateur. Je sais bien que les gladiateurs existent en plusieurs sortes de combattants, mais là, le personnage est nu et on lui a donné, avec ce bras moderne, une épée qu'il devait probablement porter, et il a un bouclier, ça c'est certain. Mais ce n'est pas un équipement de gladiateur. Par conséquent, le mot, on peut le conserver, mais il est faux. C'est sûr qu'il ne s'agit pas d'un gladiateur. Alors, quel est le sujet qu'il a pu éventuellement interpréter? Alors, on a au début, en laissant de côté l'hypothèse du gladiateur, on a dit, bon, c'est un athlète. La statuaire athlétique, elle est bien connue en Grèce, et par conséquent, c'était pas complètement absurde de penser qu'il s'agissait d'un athlète. Mais un athlète qui faisait quoi à ce moment-là? Alors, on a pensé à un discobole, on a pensé à un pugiliste, mais les deux discoboles, il n'y restait pas de disque, bon, et puis la position n'était pas celle qu'on attendait, donc on a abandonné cette idée. Alors on s'est dit, c'est peut-être un coureur en armes. C'est ce qu'on appelle, vous savez, ces concours de l'hoplitodrome, la course qui était donc menée en armes. Mais là encore, la solution n'a pas paru devoir être retenue, alors on a pensé aussi à un danseur en armes, car il y avait aussi ces danses armées qu'on appelait les pyrrhiques, auxquelles donc ce pseudo-gladiateur aurait pu se livrer. On a laissé de côté toutes ces hypothèses. On a pensé que c'était un combattant, mais pas n'importe quel combattant, et on a voulu lui donner un nom. Alors on a pensé à Achille. Et on y a pensé surtout parce que dans les mêmes terres d'Antium, d'où on avait exhumé les restes du gladiateur, on avait trouvé des fragments qui recomposaient la figure d'une Amazone à cheval. Et on a dit, ça y est, ça doit être Achille
qui donc s'oppose, qui combat contre la reine des Amazones Pentésilée. C'est un épisode bien connu de ces légendes grecques. Et d'ailleurs, les deux statues ont été placées l'une à côté de l'autre dans la collection Borghese, comme si elles se répondaient. Seulement, on s'est vite aperçu que l'échelle de la statue de l'Amazone ou de la pseudo-Amazone était une échelle qui était beaucoup plus petite. Et par conséquent, ça ne convenait pas. Donc Achille a été déclassé, si je puis dire. On a pensé à d'autres grands personnages, les deux Ajax. On a pensé aussi à Léonidas aux Thermopyles. Vous voyez, tout y est passé pour essayer de donner un nom à cette statue dont on ne pouvait pas admettre que ce soit n'importe qui, que ce soit simplement une sorte de quidam, si je puis dire, qui se livrait à cette performance athlétique. Donc nous avons là eu toutes sortes de solutions qui ont été proposées. Je crois que si on veut vraiment garder de la prudence, il faudrait faire ce qu'on a fait d'ailleurs dans ce musée en composant le cartel autrefois. On l'appelait tout simplement le héros combattant. Donc voilà, on a conservé un peu cette appellation de gladiateur alors que tout le monde sait que c'est complètement faux. C'est un tour de force esthétique que d'avoir créé cette œuvre en donnant à cette silhouette une sorte d'extraordinaire démonstration de composition musculaire. Et on comprend très bien que toutes les écoles d'art, à partir du moment où on a découvert cette statue, ont voulu posséder dans leur atelier une copie ou un dessin ou quelque chose qui reproduisait le gladiateur, qui était une sorte de modèle insurpassable et qui permettait à tous ceux qui apprenaient à dessiner, à maîtriser justement la construction d'un corps humain, eh bien, que ces gens puissent voir ce qu'avait fait justement cet artiste antique. Avec une sorte de complexité de cette enveloppe musculaire accrochée sur un squelette mobile qui était d'ailleurs peut-être un peu excessive. C'est-à-dire que ça donnait l'impression d'une exhibition musculaire. Les spécialistes de l'anatomie ont parfois remarqué qu'il y avait une parfaite connaissance naturellement de la composition des muscles sur la silhouette, mais qu'il y avait ici ou là quelques exagérations qui faisaient jouer un muscle qui n'aurait pas dû être en jeu au moment où le personnage exécutait ce mouvement. Et même, il paraît qu'il y aurait un ou deux muscles qui auraient été plus ou moins inventés par Agassias. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'il fallait donc faire cette composition qui, naturellement, allait dans le sens de l'héroïsme, de l'attitude et également de la posture et aussi de la mise en scène qui était celle de cette statue. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette statue pour essayer de l'introduire à l'intérieur des discussions que l'on a sur la sculpture grecque? Alors, nous avons un point d'ancrage avec si l'on en croit ce que disent les épigraphistes, et moi je veux bien les croire, c'est donc 100 avant Jésus-Christ. Alors comment est-ce qu'on peut replacer en 100 avant Jésus-Christ une sculpture grecque, alors exécutée, c'est vrai, pour une clientèle romaine. Et nous sommes déjà à un moment où naturellement Rome pèse de son poids pour ce qui est des commandes qui étaient passées auprès des artistes. Mais il n'en reste pas moins que nous avons là une œuvre qui donc se présente d'une manière telle qu'il faut essayer de la replacer à l'intérieur de l'histoire de cette sculpture telle qu'on peut tenter de la décrire tout au long de cette période très complexe qui est celle des temps hellénistiques. Alors on a assez vite dit que cette œuvre avait un aspect et surtout que le tronc d'arbre qui en assurait la stabilité, faisait penser à un bronze. Et qu'il s'agissait là donc d'une œuvre exécutée, alors certains ont dit carrément copiée à partir d'un bronze antérieur. Un bronze qu'on faisait remonter jusqu'au très fameux maître du bronze antique, à savoir Lysippe, qui au IVe siècle donc a créé toutes sortes de silhouettes d'athlètes.
Néanmoins, on s'est dit que, et je crois qu'on a eu raison de penser de cette façon, que Lysippe n'aurait pas créé une silhouette aussi musculeuse. C'est-à-dire que les muscles chez Lysippe sont évidemment présents, mais pas de cette façon très accentuée, très bosselée, parfois un peu excessive dans l'expression. Et on s'est dit, non, c'est probablement qu'il ne faut pas remonter jusqu'au IVe siècle, c'est-à-dire 3 siècles auparavant, mais il faut penser que c'est un héritage plutôt de cette sculpture athlétique qui a pu être pratiquée au moment de la création de ces groupes pergaméniens, de cette sculpture qui a souvent été créée pour célébrer les victoires des rois de Pergame. Et qu'il y avait là donc une sorte d'héritage. Alors d'aucuns ont dit peut-être qu'il s'agit d'une copie exacte d'une statue quelconque qui a été réalisée en bronze et que Agassias n'a fait que transcrire dans le marbre. On peut le penser, ce n'est pas mon avis. Moi je pense que dire que le gladiateur est une copie me paraît extrêmement imprudent. D'abord parce que cette statue, elle est unique en son genre. Il n'y a pas d'autre figure. Il y a juste une tête qui se trouve dans une collection américaine, je crois, mais qui est assez douteuse et qui ne me remet pas en question l'idée que le gladiateur est seul dans la vie, si je puis dire, enfin en tout cas dans la sculpture grecque. Et par conséquent, moi je crois plutôt qu'il faut s'arrêter à l'idée qu'il s'agit d'une statue qui, en s'inspirant d'une manière tout à fait soutenu de tout l'héritage qui, c'est vrai, remonte jusqu'à la sculpture athlétique de Lysippe, mais qui passe par un certain nombre de réalisations qui ont pu être créées tout au long des siècles hellénistiques et qui, à l'époque d'Agassias, c'est-à-dire en 100 avant Jésus-Christ, à une époque où justement il y a un retour non seulement vers le passé, mais vers les passés, c'est-à-dire l'ensemble des passés qui donc se sont succédés auparavant et qui donnent à cette statue une valeur d'original. Un original évidemment très puissamment enrichi, nourri par tout ce qui auparavant a pu être réalisé, mais qui demeure quelque chose de tout à fait redevable à un seul individu, à savoir Agassias d'Éphèse.